Cette soirée est marquante parce qu'elle est pour nous l'aboutissement d'un travail de recherche qui a mobilisé une partie des équipes du musée de manière transversale pendant un peu plus d'une année. Je vais vous dire quelques mots maintenant sur l'histoire du projet. Ce projet de traduction de nos artistes martyrs, rédigé par Archfenster en yiddish en 1951, est né des recherches de l'exposition Paris pour école, donc qui devait ouvrir en avril 2020 et que nous avons donc dû reporter en raison de la pandémie. En effet, ceux qui ont déjà visité l'exposition ont pu voir qu'elle se termine par le poème inédit de Chagall, écrit justement pour le livre de Archfenster. Avec Juliette Braillon, responsable des éditions, et Judith Lidenberg, responsable de la bibliothèque et des archives Hommage, il nous paraissait alors indispensable d'aller plus loin et d'envisager ce qui n'avait encore jamais été fait, traduire in extenso nos artistes martyrs en français pour faire revivre l'effervescence de la scène artistique du Montparnasse de l'entre-deux-guerres. Nous allions enfin entendre le murmure du yiddish qui devait exister sur les trottoirs et dans les ateliers de Montparnasse. Tout naturellement, nous avons associé la Maison de la culture yiddish, Bibliothèque Medem, dans cette aventure, car nous étions tous les deux dépositaires du fonds d'Archives Fenster et il nous paraissait indispensable d'unir nos forces dans cette aventure. Aventure dont nous sous-estimions peut-être l'ampleur à son démarrage. En parallèle, la préparation de l'exposition a aussi nécessité une plongée dans les archives. Ça a pu être possible grâce à la complicité de Bernard Weisbrot, que je salue, je vous ai vu dans la salle, merci Bernard, ainsi qu'Erès Lévy et Rachel Koskas. Parce que pour tout vous dire, moi, je ne parle pas un mot de yiddish. Enfin, le MAJ s'est associé aux éditions Azan pour cette traduction en français. 70 ans s'étaient écoulés depuis la publication du livre de Fenster. C'est beaucoup. Fenster avait tellement souhaité qu'un jour, son livre soit publié en anglais ou en français. Il avait conservé toutes ses archives et même les cuivres pour l'impression des images. Tout ce matériel d'imprimerie nous était parvenu dans des boîtes à matzot. Ça ne s'invente pas, véridique, j'ai les photos. Des boîtes à matzot et les petits éléments étaient emballés dans du papier journal yiddish. Voilà. La parution en français du livre de Fenster a représenté donc la traduction de près de 300 pages, l'écriture d'un nouveau corpus de textes éclairant le lecteur d'aujourd'hui, la vérification des noms propres, des informations rapportées par Archfenster, la recherche d'une iconographie en couleur pour incarner les artistes et rendre hommage à leur travail. Une véritable chaîne à la fois d'amitié et d'expertise s'est mise en place à travers une dizaine de pays et des centaines de contacts. Ce travail de recherche nous a permis de comprendre l'ampleur de l'enquête, qui avait été celle de Fenster en 1945, alors qu'il n'avait ni archives ni base de données. Notre admiration envers son travail n'en est que plus vive. Pour vous raconter ce soir cette aventure littéraire, artistique, mais surtout humaine, parce que vraiment ce projet nous a toutes nourries pendant cette période, nous avons réuni une partie des acteurs. Ariel Fenster, bien sûr, le fils de Hersch, depuis Montréal, Nadine Yezaver, expert de l'École de Paris, Natalia Krinika, conservatrice de la bibliothèque de la Maison de la Culture Yiddish, Judith Lidenberg, responsable des archives du MAJ, Nadia Dehan-Rothschild, traductrice, Itzrok Niborski, spécialiste du Yiddish et président de la Maison de la Culture Yiddish. Ce petit groupe est une partie de la Dream Team qui a travaillé sur Fenster pendant plus de 15 mois. Un labeur qui nous a tous et toutes portés pendant cette période si particulière. J'aimerais également associer Juliette Braillon, directrice de l'ouvrage, ainsi que Chloé de Lustrac, éditrice pour la Maison Azan. Enfin, la conclusion de cette soirée reviendra à Annette Vievorka, historienne et spécialiste de la Shoah, dont l'histoire familiale croise aussi l'histoire du livre de Fenster. Voilà, je suis navrée d'avoir dû lire ces phrases, mais je tenais à remercier et mentionner toute l'équipe. Alors pour commencer, j'espère que la technique va marcher et Ariel Fenster va être avec nous, j'espère, sur l'écran. Ariel, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui, je t'entends. Formidable. On ne te voit pas encore, je ne sais pas si toi tu nous vois. Non, je ne vois pas, mais est-ce que j'appuie sur auditorium ? Ça marche, on te voit très bien. Et si tu m'entends,
Je vais déjà commencer par dire quelques mots pour te présenter. Donc Ariel, tu es né en avril 1943 à Bergerac. Non. Tu es le fils de Léa et Erch Fenster. Tu as fait des études de chimie au Canada. Tu as enseigné pour l'université pendant 40 ans. Tu as notamment travaillé à McGill. Tu as choisi de faire ta vie au Canada. Tu t'y es marié. Tu as eu 2 garçons qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. Tu as donné les archives de ton père, Hommage, et à la Maison de la Culture Yiddish en 2000 et 2013. Archives qui, jusqu'alors, avaient été conservées par ta maman et par ta sœur aînée Vivienne, toutes deux très attachées à la mémoire et au travail réalisé par Erch Fenster. Oui. Je voudrais te poser quelques questions, que tu nous parles un peu justement de tes souvenirs. Quand le livre de Fenster est publié, tu es un tout jeune garçon, tu as 8 ans à la sortie du livre. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là? Est-ce que vous en parliez à la maison? D'abord, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. C'est comme si tu étais là, mais en grand. Ok, d'accord. Le souvenir de mon enfant, quand le livre est sorti, il est sorti en 1951. Et je dois dire que quand on est revenu de Suisse, je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que mon père était très occupé à courir partout pour obtenir des informations sur ces artistes. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas de base de données, donc il fallait qu'il aille dans les mairies, qu'il se déplace. Donc, il était tout le temps en mouvement, si on peut dire. Donc, c'était quelque chose de vraiment très, très spécial. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce que représentait le yiddish justement dans ton cercle familial? C'est difficile à dire parce qu'on ne se demandait pas ce que représentait le yiddish. C'était tout naturel que le yiddish, ça faisait partie de notre famille. Donc, on avait souvent des amis qui venaient, qui parlaient en yiddish. Donc, c'était tout naturel que le yiddish fasse partie de notre cercle. Et je dois dire que le yiddish, c'était quelque chose de spécial dans le sens que je pense que mon père se rendait compte que il n'y a que le yiddish qui pouvait exprimer tous les sentiments qu'il avait pour cette époque. Tu te souviens un petit peu comment ton père a fait cette enquête et où tu peux nous dire un peu où il travaillait? Il travaillait surtout dans le café du coin. C'est-à-dire qu'à l'époque, d'abord, on avait un tout petit logement et à l'époque, c'était courant que les gens allaient écrire au café du coin pour ne pas être dérangés. Et ça, c'est quelque chose de spécial. D'ailleurs, ceux qui connaissent le Procope pourront voir qu'il y avait la table de Voltaire au Procope où il venait régulièrement pour écrire. Donc, c'était quelque chose de spécial. Et je dois souligner que que Pascal, dans son enquête, elle avait été voir ce café du coin pour vraiment se mettre vraiment dans l'atmosphère de Fenster. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Il n'y a plus de café d'ailleurs. Pardon ? Il n'y a plus de café à Langres, c'est un restaurant, je n'ai pas pu ressentir l'ambiance du lieu. Ok. Non. Ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, avec un café, on prenait une consommation et on pouvait passer la journée. Pour son livre, Erch Fenster, il a donc demandé des témoignages à d'autres artistes. On a dans les archives que tu nous as données des photographies magnifiques où on le voit entouré justement d'artistes, Jacob Machnik, Léon Weisberg, Mandelbaum, à des dîners qui sont soit chez vous avant-guerre, soit au foyer amical. Et est-ce qu'après-guerre, à la maison, vous continuez comme ça de recevoir les amis, les artistes ?
Oui, mais malheureusement, le cercle des artistes qui, d'avant la guerre, n'existait pas. Donc, il y avait des artistes, comment dire, de l'époque, mais souvent, c'était leurs descendants comme Sam Semyon, le neveu de Jacob Majnik. Donc, c'était une deuxième génération. Et d'ailleurs, en septembre, j'espère qu'on va avoir l'occasion de rencontrer des descendants de ces artistes. Ouais, on a prévu une grande journée. Sophie l'a annoncé le 9 septembre ici hommage, en ta présence, entourée de toute ta famille. Alors ça, c'est magnifique. Toi-même, tu me disais te souvenir de ton père qui faisait beaucoup de conférences. Tu peux nous en dire deux mots, qui est allé aux États-Unis après, il est allé au Canada lui aussi, parler de son livre. Mon père. Oui, ton père. Oui, parce que ce livre a été écrit aux frais d'auteur, donc je crois qu'il fallait récupérer des fonds qu'il avait versés. Donc il il a fait une grande tournée aux États-Unis, au Canada, pour vendre justement son livre. Et je crois qu'il avait passé à un moment plusieurs mois aux États-Unis. D'ailleurs, il était à l'époque, pour passer un certain temps aux États-Unis, au Canada, il fallait être émigré. Donc, il avait émigré au Canada, bien que après il était retourné en France. Et vraiment, je voudrais souligner le travail énorme que mon père avait fait à ce sujet-là, parce que c'était pas évident de pouvoir ramasser des fonds à cette époque, parce qu'à cette époque, c'était pas aussi évident qu'on voulait que les gens souvent ne voulaient plus entendre parler de cette époque. Et je crois que c'était quelque chose de magnifique que mon père est arrivé à susciter l'intérêt des gens. Ouais. Tu as raison de le souligner. Ça nous a vraiment frappé quand on a étudié les archives, l'énergie qu'il a mis à la fois dans son travail, ses recherches, et puis la recherche de financement pour publier. Toi-même, Ariel, tu es devenu enseignant à l'université, un enseignant très populaire d'après tes anciens élèves que j'ai pu rencontrer. Tu étais expert en chimie. Comment le travail de ton père a justement nourri ton goût pour la pédagogie et la recherche ? Je pense que c'est venu naturellement un genre d'osmose. Et je pense que, étant donné que mon père parlait de peinture, c'était tout naturel que je voulais savoir plus sur l'aspect scientifique de la peinture. Et j'ai donné des conférences sur les pigments d'artiste, j'ai donné des conférences sur la détection des faux tableaux. Donc c'était quelque chose de, comment dire, qui est venu d'une manière assez naturelle. Et d'ailleurs, toutes mes lectures, toutes mes conférences, je les commençais en parlant justement de mon père. Donc, c'était un peu ma façon d'honorer le travail de mon père. Alors, c'est un peu compliqué, mais le temps m'oblige à passer maintenant la parole à Nadine. Tu continues de nous écouter. D'accord. Et c'était formidable de t'entendre et de t'avoir avec nous. Bien sûr qu'on attend septembre avec impatience, en tout cas. C'est vraiment. Je voudrais seulement souligner qu'un côté positif de la pandémie, c'est que ça a permis à cause du confinement, on avait tellement de papiers que ma sœur avait rassemblés, ça nous a donné l'occasion de regarder tous ces papiers. Et je dois souligner justement ma femme, elle a vraiment fait beaucoup de travail de ce côté-là. Ouais, les applaudissements vont aussi à Anne-Marie, hein, parce qu'elle a fait un boulot énorme. Ensemble, vous avez fait un boulot complètement fou. Merci. Bien, c'est un peu frustrant de couper la parole, mais on doit respecter, sinon on va passer la nuit ensemble. Et je pense qu'après, vous allez avoir faim. Alors, Nadine Niezaver, j'espère, va nous rejoindre. J'espère, Nadine, je ne sais pas si tu m'entends déjà.
Nadine est à Tel Aviv. Ah, voilà. Ah, je t'entends. Tu m'entends? L'autre a mis en évidence. Oui, je vous entends tous là maintenant. Ah, formidable. Tu as entendu Ariel? J'ai entendu Ariel, que je connais depuis si longtemps. Alors justement, je vais peut-être te présenter. Alors Nadine, les amoureux de l'école de Paris vous connaissent comme marchande et comme experte auprès des maisons de vente et de l'Union française des experts. On sait peut-être moins que vous avez dirigé le dictionnaire des artistes juifs, publié en 2000 et régulièrement mis à jour. Vous avez également participé avec Sylvie Buisson à l'exposition Montparnasse déporté au musée du Montparnasse en 2005. Et surtout, vous êtes une pionnière, c'est-à-dire que vous êtes la première à vous être réintéressée à Fenster et à être allée le voir. Est-ce que Nadine, vous pourriez nous raconter votre lien avec les artistes juifs de l'école de Paris et surtout avec Hersch Fenster à travers son livre? C'est aussi une histoire de père. C'est-à-dire que tout a commencé grâce à mon père, qui a malheureusement disparu, qui collectionnait ses artistes, et lorsqu'il a disparu, les tableaux ont disparu aussi. Et j'ai cherché où trouver des informations sur ces artistes, et j'avais donc ces 2 livres en yiddish chez moi, enfin chez mon père, mais je ne lisais pas yiddish, donc j'ai cherché à les faire traduire, et j'ai rencontré Paul Fogel, que Ariel connaît bien, et puis, il a commencé à traduire un livre de Aronson, Ril Aronson, qui s'appelle Scène et visage de Montparnasse. Et puis ensuite, on a commencé avec Fenster, qui était vraiment autre chose. Hein. C'était précieux quand on le feuilletait, c'était très émouvant. Et très vite, j'ai voulu rencontrer les Fenster, évidemment, donc j'ai simplement ouvert l'annuaire, les pages jaunes, et j'ai trouvé Vivienne, rue Le Dion. Je l'ai appelée et elle m'a reçue le lendemain. Elle avait prévenu Ariel la veille, et puis on s'est bien entendu parce que elle avait aussi une histoire avec son père, évidemment. Et elle m'a montré au-dessus d'une porte une cache, en fait, et elle m'a dit, voilà, les archives de mon père sont au-dessus de la porte. Donc on a trouvé un tabouret, et puis j'ai sorti les archives, et Ariel et Vivienne me les ont prêtées, et j'ai pu les utiliser avec toute liberté. Évidemment, je n'ai pas fait votre travail parce que c'était pas le but de mes recherches. C'était faire connaître tous ces artistes juifs. Donc, ils n'ont pas tous été déportés, heureusement. Et voilà, je remercie vraiment Vivienne et Ariel qui ont été avec moi si généreux et qui ont permis très vite de faire connaître ces artistes. Parce que nous avons sorti à la suite en 2000 le premier, puis ensuite en 2015, et puis là, dernièrement Poche. Donc voilà, je ne sais pas quoi d'autre vous dire. Ah bah, écoute, c'est déjà pas mal. C'est vrai que c'est un travail que tu mets à jour très régulièrement. Enfin, c'est un travail d'équipe. Hein. Nous avons été très nombreux durant toutes ces années à le faire. Alors, juste un petit mot technique. On te voit, ou plutôt on te devine, il y a comme de la buée sur ta caméra. Je ne sais pas si c'est l'humidité à Tel Aviv ou... C'est mes lunettes. Je ne sais pas quoi faire alors. Dites-moi quoi faire, mais non, c'est propre. Un peu. C'est un peu mieux. On te voit, ça y est, c'est mieux, enfin presque. Focus. Voilà. Ouais, super. De quoi Non, vous... écoute,
peut-être un mot, parce que toi aussi, tu as découvert des artistes à travers le Finster. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots justement sur ces artistes que peut-être à côté desquels tu serais passé, parce que finalement, des artistes qui ne sont pas sur le marché ou qui passent très peu, et que c'est à l'occasion de la consultation et de ton travail sur le livre que tu as découvert leur œuvre. D'abord, dire que Hersch Finster, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée sans le connaître, mais j'ai l'impression de l'avoir toujours connu parce que aussi le yiddish m'a manqué très vite. Et pour dire que c'est un livre qui est fait de traces, qui n'est pas fini, qui est comme ça, qui est plus qu'une œuvre d'art et qui n'est pas un livre. Et je veux dire que vraiment, Finster, c'était un sadique parce qu'il a fait un travail, surtout après-guerre. J'imagine que ça ne devait pas être évident d'aller dans les commissariats. Enfin, voilà. C'est vrai que plus on a tous travaillé sur Finster, plus on se rendait compte de la tâche qu'il avait réalisée, des difficultés qu'il avait rencontrées, parce que nous-mêmes, à l'heure du numérique, des bases de données, on se heurtait à parfois des difficultés colossales. Oui, et les artistes, j'ai eu des histoires merveilleuses avec ces livres, hein. Des familles qui ont retrouvé, je pense à la famille de Isma Kogan, qui n'était pas au courant, ils ont retrouvé toute la famille, c'est une histoire merveilleuse. Enfin, il y a beaucoup de familles comme ça. J'ai fait des très belles rencontres avec toutes ces familles qui m'ont énormément appris parce que je ne connaissais pas quand j'ai commencé ce livre. Je ne connaissais pas cette peinture et j'ai vu beaucoup de peintures chez tous. Et je me suis enrichie de savoir et je les remercie. Il y a trois artistes même qui m'ont marqué dans le livre de Finster. C'est d'abord les deux femmes. Hanna Kowalska, qui était une femme très jeune fille, très engagée, sioniste, qui faisait partie de la Kulturliga. À Paris, elle était journaliste dans les journaux yiddish, elle donnait des cours à des enfants, enfin... Et puis une autre, Rachel Shalit-Marcus, qui elle était professeure d'escrime. Elle a rencontré beaucoup d'écrivains yiddish. Elle était au centre de la culture yiddish à Berlin. Elle est venue à Paris en 1933. Et puis, bon, évidemment, elle a été déportée. Et un autre peintre qui m'a intéressée, qui m'intéresse toujours, c'est Alexandre Fasini. Alors lui, je l'ai connu à travers un monsieur qui collectionnait cet artiste parce qu'ils avaient le même nom. Et j'ai fait beaucoup de rencontres comme ça, étonnantes. Et Fasini, c'est un artiste qui, lui, était lié à Isaac Babel, qui était d'Odessa, qui était révolution russe. Il était illustrateur dans les journaux de l'époque de la Révolution. En 17, il était là, enfin... Et puis, il est parti à Paris, il a une vie très héroïque, il était photographe, collectionneur d'art africain. Il a exposé à la Galerie Vavin avec Picasso, Ursa, et puis il est déporté. Et malheureusement, terriblement, beaucoup des œuvres de ces artistes ont été détruites. C'est très difficile de trouver, d'en voir. Et voilà. Alors c'est vrai, si je peux compléter, c'est les notices de Finster. Finster redonne vie aux artistes. Et il est du côté de la vie, c'est-à-dire que même si l'histoire de chacun de ces artistes se termine très mal, lui, il est du côté de la vie. Il veut restituer à la fois leur histoire familiale, d'où ils viennent, leur parcours artistique. Et il regarde toujours du côté du plus, quoi. Toujours du côté de la vie, ça avance. Il est dans le faire et jamais on se plaint, quoi. Ça, c'est vraiment à travailler, je crois, sur son travail. Et tu vois les traductrices au premier rang qui me font un petit signe de la tête. C'est toujours être en action. Et je crois que ça, c'est une belle leçon de vie. Enfin, pour nous, ça a été un bel enseignement, en tout cas. Ouais. Nadine, tu veux rajouter un mot? C'est frustrant, mais
La technologie ne nous permet pas de vous avoir tous en même temps. Donc, un dernier mot avant que je donne la parole à Natalia. Je suis contente que vous fassiez cette exposition. Je vois qu'il y a un œil neuf dans la nouvelle génération et qui apprécie cette peinture et qui s'intéresse à ces histoires qui sont des histoires tellement uniques, singulières, héroïques et kol hakavod, le musée juif de Paris. Voilà. Merci beaucoup Nadine. Bon, on te quitte à regret, mais on doit faire circuler la parole ce soir et tenir les délais. À bientôt et j'espère pouvoir visiter l'exposition avec toi. Merci, au revoir. Alors on continue, c'est un peu le marathon, troisième étape. Après Tel Aviv, Natalia Krinica qui va nous rejoindre par Zoom. Natalia, es-tu là? Bonsoir. Natalia, bonsoir. On t'entend, on ne te voit pas encore, mais l'image arrive. Donc Natalia, tu es la conservatrice de la bibliothèque de la Maison de la Culture Yiddish. Tu es née en Pologne, tu as étudié le yiddish et tu as soutenu un doctorat de littérature yiddish. Parmi les très riches archives que tu conserves, il y a le Fonds Fenster. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots, le décrire pour ceux qui ne le connaissent pas encore? Tout à fait. Tout d'abord, un grand merci de nous avoir associés à la Maison de la Culture Yiddish à ce magnifique projet. C'était très important pour nous. Donc, le Fonds Fenster, qu'on a aussi un peu découvert mieux grâce à ce projet, consiste en 15 boîtes d'archives et environ 80 livres ayant appartenu à Hersch et Léa Fenster. Donc, il y a une grande partie, ce sont des articles de Hersch Fenster en yiddish, pour vraiment la grande majorité. Ce sont des textes qu'il a écrits dans beaucoup différents journaux et revues vraiment de par le monde, en France, en Angleterre, en Argentine, au Canada, aux États-Unis, un peu partout. Donc les sujets, ça va de sujets de la société, comme par exemple, combat des Noirs américains pour l'égalité des droits, par des différentes personnalités du monde juif ou non juif d'ailleurs, donc de Tolstoï jusqu'à Gandhi en passant par Romain Rolland. Il y a aussi des textes autobiographiques qui évoquent sa bourgade natale, Baranov en Galicie, aussi son vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale et d'autres moments de sa vie, comme par exemple son travail en tant que secrétaire auprès de Cholemache, qui a habité dans la banlieue parisienne dans les années 1920. Et donc, le témoignage de Hersch Fenster est très important parce que cette période de la vie de Cholemache est assez peu connue. Donc là, cet ensemble de textes est numérisé. Vous pouvez les consulter si vous tapez Hersch Fenster dans le catalogue Rachel, c'est le catalogue du réseau européen des bibliothèques judaïca et hébraïca. Et là, vous trouverez environ 70 documents numérisés. En vérité, il y en a plus parce qu'on a également numérisé des cahiers où Fenster collait des coupures des journaux de ses propres articles ou bien des comptes rendus du livre Nos artistes martyrs. Donc, c'est vraiment un grand ensemble de textes numérisés. À part ça, il y a des photos, donc des photos de sa vie privée, mais notamment de son travail sur Nos artistes martyrs, déjà des photos des artistes assassinés. Il y a aussi des reproductions, donc des photos de tableaux et de sculptures, dont une partie, mais pas la totalité, a été utilisée dans le livre Yiddish. Il y a aussi
des planches originales de l'artiste Arthur Kolnick, qui a fait des illustrations pour le livre. Donc la page de titre, la jaquette, la citation du livre de Job, qui est utilisée aussi comme cul de lampe. Et il y a un grand ensemble, c'est la correspondance. Donc, c'est la correspondance de Hersch et Lea Fenster d'après la guerre, mais il y en a aussi, ce qui est assez rare dans des archives des écrivains yiddish de Paris, de la correspondance d'avant la guerre, par exemple avec sa famille restée en Pologne, à Baranów, ou bien de ses élèves. Donc, il a fondé un cercle, une association culturelle là-bas, et il a gardé des contacts pendant des années. Également, donc, il y a des lettres de l'époque, dès la guerre déjà. Donc, on se rend compte de l'activité que Hersch Fenster a développée pour venir à l'aide à ces co-détenus dans des camps où il a été interné. Il y a également des lettres des artistes, par exemple Marc Chagall ou Arthur Kolnick, ou des écrivains yiddish, ainsi que d'autres personnalités du monde juif. Et un ensemble à part, c'est la correspondance entre le peintre Jankev Monchnik ou Jacob Monchnik et sa femme Sonia, des amis de Hersch et Lea Fenster, qui ont été assassinés pendant le génocide. À part ça, il y a aussi des carnets de notes, notes de voyage ou notes de lecture, des journaux intimes de plusieurs années et aussi des carnets d'adresses. Donc tout ça, c'est quelque chose de très important, pas seulement pour des recherches sur la vie et l'œuvre de Hersch Fenster, mais pour des recherches sur la vie culturelle yiddish en France et dans le monde. Ouais, un fond, comme vous l'avez compris, très riche. Dans le livre, la traduction française, tu fais un très beau texte justement sur son parcours intellectuel. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Donc, ces années formatrices, ce sont surtout ces 2 séjours à Vienne, d'abord pendant la Première Guerre mondiale, ensuite quand il doit quitter la Pologne parce que la police les suspecte des activités illicites, et donc il se rend encore à Vienne en 1920 pour un an ou deux. En 1922, il arrive déjà à Paris. Et donc, c'est à Vienne qu'il entre en contact avec des mouvements anarchistes, pacifistes. Il devient aussi végétarien. Et donc, tout ça, ce sont des idées auxquelles il restera fidèle toute sa vie, même donc, en ce qui concerne son végétarisme, même à l'époque de la guerre où la viande était quand même une denrée précieuse, ou bien quand il a été à l'hôpital, il s'abstient de manger de la viande. Et donc, il est aussi lié au mouvement anarchiste toute sa vie. Il écrit régulièrement dans des journaux ou revues anarchistes dans plusieurs pays. Après, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas du tout dogmatique, c'est-à-dire à l'époque où justement beaucoup de ses contemporains l'étaient, où des barrières idéologiques étaient parfois quelque chose de difficilement franchissable. Lui, il écrit, en étant à Paris, il écrit dans des journaux d'orientation vraiment très, très différentes. Il côtoie aussi des
des milieux très divers. Et c'est quelqu'un d'une incroyable énergie. Donc, c'est un véritable Kulturtuer, donc un militant dans les domaines culturels en yiddish, ou bien aussi un Klaltuer, donc militant associatif ou communautaire. Il donne des cours, donne des conférences, il organise à la fin des années 1930 un foyer amical pour des réfugiés juifs de l'Allemagne nazie qu'il anime, donc pas tout seul, mais c'est lui quand même l'animateur principal. Donc il écrit des articles et à part ça, c'est quelqu'un qui, donc tout le monde l'écrit, ça peut. Ça sonne, c'est peut-être un peu banal quand on l'entend, mais c'est quelqu'un qui venait toujours à l'aide aux personnes en difficulté. Donc, avant la guerre, pendant la guerre, on voit sa correspondance et ses témoignages où des gens lui sont extrêmement reconnaissants. Donc, tout son parcours, en fait, c'est très cohérent. C'est quelqu'un qui a pris des engagements par un profond respect pour l'individu, pour la vie et la liberté humaine, pas seulement humaine d'ailleurs, pour tout ce qui est vivant, d'où son végétarisme. Donc, comme anecdote, on peut citer ce que le rabbin Nosson Chaskala a dit dans son discours pendant la célébration des 70 ans de Hirschfenster en 1963. Donc, il a évoqué le mot tsoyer, tsohar, qui est utilisé dans la Bible pour désigner une source de la lumière dans l'arche de Noé, mais dont on ne comprend pas exactement qu'est-ce que c'était. Il y a deux interprétations. Une que c'était une sorte de fenêtre, une ouverture vers l'extérieur, et une autre que c'était une pierre précieuse, un diamant, qui diffusait de la lumière. Et donc là, le rabbin Chaskala a dit que voilà, Hirschfenster, il incarne les deux et il concilie les deux interprétations parce que c'est une fenêtre, donc c'est la signification du mot Fenster en yiddish, et c'est en même temps une pierre précieuse. Ouais, c'est en effet très beau. Et aussi dans ton texte, tu mentionnes la poétesse Rivka Kopé qui... un an avant son décès, à l'occasion d'une fête donnée pour son anniversaire et pour célébrer aussi Hirschfenster et son travail, je vais te laisser peut-être dire les mots qu'elle utilise pour le glorifier, mais moi, ça m'a beaucoup touchée. Donc, elle dit que c'est quelqu'un qui se trouve dans la chaîne de Lamedvov, de Lamedvovnik, donc de 36 justes cachés grâce auxquels le monde existe. Donc voilà, tout à l'heure, Nadine Nechaver, elle a dit le tzaddik. Donc bon, ça c'est quelque chose de là. Donc c'est comme ça que les gens les voyaient. Parce que à part, malgré toute son énergie, toute sa visibilité dans le monde associatif, il était aussi quelqu'un, il paraît, d'extrêmement modeste. Voilà. Et c'est vrai que cette modestie, on la retrouve aussi pour ceux qui ont vu ou iront voir l'exposition dans les photographies. Il est là, il est toujours quelque part, pas toujours au premier rang, souvent au second rang. On le retrouve actif même à Saint-Gervais où il est dans le comité d'organisation qui organise la vie communautaire à Saint-Gervais entre juin 43 et août 43. Et voilà, il est toujours là, actif, présent, mais modeste.
il choisit de se mettre toujours un petit peu en retrait et pas toujours au centre de la photo. Est-ce que tu veux nous dire un dernier mot avant qu'on passe la parole à Judith ? Oui, donc je voudrais juste vous dire que vous pouvez écouter Herr Fenster si vous cherchez. Donc, quand Ariel Fenster a mentionné son voyage en Canada en 1957. Donc, c'est à ce moment où Herr Fenster s'est rendu donc il a été invité pour donner une conférence à l'Assemblée générale de la Bibliothèque Yiddish à Montréal. Et il y a parlé de collections d'art juif et de bibliothèques juives dans des bourgades. Et donc toute cette assemblée et aussi cette conférence ont été enregistrées. C'est comme ça vous pouvez entendre sa voix et entendre cette conférence très très intéressante. Voilà, on peut préciser, je crois que la conférence c'est dans le Yiddish Book Center, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le Yiddish Book Center qui l'a numérisé et on peut donc le Yiddish Book Center à Massachusetts, aux États-Unis, Amherst, Massachusetts, et donc c'est là que vous pouvez le trouver si vous cherchez avec le nom de Fenster. Voilà, j'en profite au passage pour remercier David Mazover qui nous a mis aussi des contenus numériques à disposition pour l'exposition. David, je te remercie, je crois que tu nous écoutes ce soir. Alors, merci beaucoup Natalia, c'était très riche, très complet. Merci. Alors, on va continuer cette fois pas en visio. Judith, tu vas pouvoir me rejoindre. Alors, Judith Lindenberg, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, donc tu es responsable des archives et de la bibliothèque Hommage. Tu es aussi une spécialiste du monde judéo-polonais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des premiers écrits sur la Shoah. Tu as dirigé l'ouvrage collectif Premier savoir sur la Shoah en 2017. Et en complément de ce que Natalia nous a décrit, est-ce qu'à ton tour, tu peux nous décrire le fonds Fenster tel qu'il est constitué Hommage ? Oui, alors avec plaisir parce qu'effectivement c'est très complémentaire et on a vraiment travaillé ensemble. Mais avant, je voulais moi aussi commencer par rendre hommage au travail de Juliette Braillon, à l'impulsion qu'elle a donnée à ce travail. Et vous redire à quel point ça a été un immense travail collectif sous son égide de documentation pour vérifier, enrichir, recontextualiser ce travail de Fenster. Un travail qu'elle a porté pendant 1 an, d'un confinement à l'autre, potentiellement infini, car les pistes ouvertes par Fenster et le monde qu'il évoque pouvaient donner lieu à d'innombrables recherches, tant d'ailleurs sur le plan de la documentation que de l'iconographie. Et comme l'a évoqué Pascal, c'est plus d'une centaine de personnes, descendants, ayant droit des artistes, donateurs, collectionneurs, chercheurs, qui ont contribué à cette recherche, qui fut un peu, pour reprendre le titre du roman de Daniel Mendelssohn, Nos disparus, aussi riche en surprises et en découvertes. Donc voilà. J'en viens maintenant à ce fonds d'archives. Donc, contrairement au fonds qui vient d'être décrit, conservé à la Maison de la Culture Yiddish, qui porte sur l'ensemble de la production écrite de Fenster, donc ses articles, et sur sa trajectoire, le fonds conservé Hommage est exclusivement concentré autour de la production du livre « Nos artistes martyrs ». De 1945 à 1951, Hersch Fenster se consacre entièrement à cette tâche. Et c'est ce dont il est question dans nos archives. C'est un fonds constitué de 450 documents, datés de 1920 à 1950, qui nous a été donné donc par son fils, Ariel Fenster, en 2 parties, un premier lot en 2000 et un deuxième en 2013. Et donc, le fonds rend compte de toutes les étapes du travail d'Hersch Fenster, et vous pourrez en voir
disons, un échantillon dans l'exposition qui jouxte cette salle. Donc toutes les étapes, c'est-à-dire la collecte, la copie, le tri, les réécritures et les corrections avant l'impression de l'ouvrage. Et donc pour ça, on a 2 types de documents. Les textes, qui peuvent être aussi bien des manuscrits que des dapuscrits, que des imprimés, et les illustrations, des photographies, des négatifs celluloïdes, des négatifs sur plaques de verre et plaques gravées, datés entre 1920 et 1950. On a parmi les textes des réponses à l'appel à témoignages lancé par Herschfenster auprès de ses amis artistes pour témoigner des artistes disparus que ceux-ci connaissaient. Et donc, on a un ensemble de 8 lettres manuscrites et 7 lettres tapuscrites de 13 artistes donc, ou personnalités du monde de l'art qui ont rendu hommage à leurs amis morts en déportation. Et ce qui est passionnant, enfin à la fois passionnant, bouleversant et qui a été très utile pour comprendre le travail de Fenster, c'est qu'on a donc toutes ces étapes. On a les réponses manuscrites qui sont retapées à la machine par Fenster quand il s'agit du yiddish. Enfin, quasiment tous les textes sont yiddish sauf 2 ou 3, je crois. Et les corrections qu'a apporté Fenster pour retravailler ces textes lui-même. Que peut-on retirer de ces étapes et qu'est-ce que ça nous a fait comprendre en fait de son travail? On sait que Fenster n'est pas critique d'art. Natalia l'a dit, il a été enseignant, journaliste, activiste culturel. Et le grand apport de ces archives, ça a été de rentrer dans ces témoignages, des témoignages dans lesquels prime sur l'analyse artistique la dimension humaine, empathique et subjective. Et pour nous, ça a été un projet d'autant plus important que, bon, bien sûr, il y avait la présence de ces archives, mais plus profondément, ce travail s'est imposé, je pense, car il y avait une parenté entre le livre de Fenster et notre musée, le MAGE, dans son projet, c'est-à-dire faire vivre l'art juif, rendre hommage aux artistes disparus. Les collections du MAGE contiennent de nombreuses œuvres de peintres et de sculpteurs présents dans nos artistes martyrs, tels que par exemple Weinberg, Sber, Weinbaum. Mais il y a ces points communs entre nos collections actuelles et nos artistes martyrs, mais il y a eu encore plus de ponts entre nos artistes martyrs et le musée qui fut l'ancêtre du MAGE, le musée d'art juif, qui était contemporain du livre de Fenster, puisqu'il a été créé à Paris en 1948. Et voilà. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je les réserve pour le colloque sur l'école de Paris. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces liens, ça sera vendredi aussi, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tout ça a imposé ce projet de la traduction et de la publication de Fenster pour le musée comme une évidence et un devoir de mémoire qui nous revenait. Merci Judith. Et peut-être pour compléter, tu peux un peu nous parler du livre. En quoi est-ce qu'il est singulier par rapport à d'autres livres du souvenir? Oui, alors c'est vrai que depuis le début de la soirée, on a beaucoup mis en parallèle ce livre de Fenster avec ce qu'on appelait les livres du souvenir. Donc, livres du souvenir qui sont bien connus désormais grâce à plusieurs travaux, dont l'un des travaux pionniers a été écrit par Anna Viviorka et Yitzhak Niborski, qui sont ce soir ici présents, et publié en 1983 dans la collection Archives. Et donc je cite la définition qui en est donnée dans cet ouvrage. Ces livres, bien qu'appartenant à la littérature laïque, se placent directement sous le signe d'une mémoire ayant une dimension sacrée. Ils tiennent la place de mémorial des morts sans sépulture.
Ce n'est pas le chroniqueur professionnel qui tient la plume. Avoir vécu dans une communauté, être rescapé du génocide, suffit à légitimer l'écrit et la parole. Donc, le livre de Fenster répond et ne répond pas à ces caractéristiques, même s'il n'émane pas d'une société d'originaire. Landmannschaften en yiddish, ces lieux qui servaient à la fois de secours mutuel pour les plus démunis, mais qui publiaient aussi ces livres du souvenir pour commémorer les disparus, les victimes du nazisme. Et même s'il a été écrit par Fenster, qui était pour le coup un chroniqueur professionnel, Nos artistes martyrs peut être défini comme un livre du souvenir pour plusieurs raisons. Déjà par sa période, puisqu'il a été écrit au lendemain de la guerre, et puis parce que justement c'est le membre d'une communauté qui témoigne sur cette communauté, en l'occurrence cette communauté d'artistes dont un certain nombre étaient des connaissances de Fenster et certains des proches amis. Mais la particularité de ce livre par rapport aux autres livres du souvenir, c'est que Fenster a choisi pas une communauté géographique, mais une communauté de destin, celle des artistes. Et en même temps, il y a quand même une communauté, enfin un lieu géographique qui est celui de Montparnasse, mais qui n'est pas le lieu d'origine, mais le lieu d'adoption, le lieu d'arrivée de ces artistes, mais qui finit par former quand même, comme le dit le titre de l'exposition, le shtetl perdu de Montparnasse. C'est un livre du souvenir, surtout car le projet de Fenster est de faire vivre la mémoire de ces artistes, dont certains sont déjà célèbres, mais la plupart inconnus. Il veut que ces artistes dont l'œuvre a été interrompue en plein vol ne soient pas oubliés. Et alors, c'est un ouvrage singulier, donc en fait, le fait d'avoir la précarité dont on a parlé, etc., c'est pas tellement ça qui le rend singulier, puisque ça, c'était plutôt le lot commun de toutes les publications dans le monde yiddishophone au lendemain de la guerre, c'est-à-dire que c'était très dur de publier, il n'y avait pas de structure, d'institution, et la débrouillardise primait. Mais par contre, il est singulier par plusieurs aspects. Je pense que, moi, je le considère comme un livre à tiroir, déjà par ce choix, justement, de le consacrer aux artistes. Et pourquoi, en fait, on a envie de se demander pourquoi les artistes. Avant-guerre, Fenster, comme on l'a dit, a fait toutes sortes de choses. Il a été journaliste, il s'est intéressé à une multiplicité de sujets, mais pas plus aux artistes qu'aux autres. Il n'était pas artiste lui-même. Et donc, déjà, il s'intéresse aux artistes. Et non seulement il s'intéresse aux artistes, mais ce qu'il réalise, c'est un véritable livre d'art dans sa facture même, par la contribution d'Arthur Kolnick, artiste, dans la jaquette et dans l'écu de lampe, par le poème de Chagall et le choix de reproduire ce poème dans son écriture manuscrite, et aussi par les portraits, l'écriture des portraits des artistes et leur dimension justement humaine et empathique. Et en fait, l'idée que... Pour moi, la singularité que je voudrais soulever pour finir, c'est de dire que, à mon sens, Fenster a choisi les artistes pas en tant qu'il s'agit d'une catégorie particulière, ce qu'on pourrait croire, mais au contraire pour rendre hommage à travers eux et avec l'idée que l'art et la création artistique sont la réalisation humaine la plus haute, il a voulu rendre hommage à tous les disparus. Et je finirai en lisant l'exergue du livre qui va dans ce sens-là. En souvenir de tous les juifs qui furent assassinés parce que juifs, les membres de ma famille, les habitants de Barnef, mon shtetl natal de Galicie, les millions de martyrs de toutes les communautés anéanties, en souvenir de ce frère tzigane inconnu et des siens, et à tous nos frères humains. Donc, je crois que vraiment, ce que nous a appris ce travail, c'est que
même si bien sûr c'est une contribution extrêmement importante à l'histoire de l'art, au-delà c'est aussi un hommage, sa manière de rendre hommage à tous les disparus. En effet. Merci beaucoup Judith. Et bien justement, on va en profiter pour aller un peu plus loin. Si Nadia Dehan, Itzhak Nirborski et Annette Gievorka peuvent me rejoindre, on va justement aussi parler de traduction, puisque Nadia Dehan-Rothschild et Evelyn Grunberg, vous avez passé plus d'une année sur ce texte, à la fois pour le traduire et le corriger. Nadia Dehan-Rothschild, vous êtes traductrice du yiddish. Vous êtes enseignante, notamment à la Maison de la Culture Yiddish. Vous avez traduit plusieurs ouvrages, notamment de Shalom Aleichem, avec Evelyn Grunberg. Et pour la traduction de Nos artistes martyrs, vous avez travaillé de nouveau en duo, ensemble. Un exercice à 4 mains auquel vous êtes habitués. Ça fait quoi de passer autant de temps avec Fenster et ses artistes ? Il n'y avait pas beaucoup du temps. Je m'en doute. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous interroger justement sur cette traduction, est-ce que l'un et l'autre, Itzhak et Nadia, vous pourriez un peu nous dire quand vous avez eu connaissance du texte de Fenster et surtout qu'est-ce qu'il représente pour vous, hein ? Non, rien. Ben, j'ai eu connaissance peu après mon arrivée en France, parce qu'il se trouve que parmi les personnes qui fréquentaient les cours de yiddish que Rachel Hertel avait initié à l'Institut Charles V de l'Université Paris 7. C'est bien de rappeler le contexte. Oui. Et il y avait parmi les personnes qui fréquentaient les cours Madame Léa Fenster, la veuve de Hersch Fenster, et c'est elle qui m'a dit qu'elle était la veuve de Hersch Fenster, et c'est ainsi que j'ai su qu'il y avait un livre, Unsere verpeinigte Künstler, et qu'il y avait eu un homme, Hersch Fenster, qui l'avait composé. Et j'ai regardé le livre, une fois qu'elle me l'a dit, j'ai regardé le livre. Je ne l'ai pas lu en entier, loin s'en faut à ce moment-là, mais j'ai pris connaissance de son contenu et je me suis rendu compte, et je venais de l'Argentine et je ne savais pas beaucoup de choses sur les Juifs de France, pas seulement sur leurs artistes. Donc je me suis rendu compte de l'importance de ce livre, mais c'est bien plus tard que j'ai commencé à apprécier aussi cet immense travail. Je me rends compte que dans la prise de parole, j'ai présenté Nadia, j'ai oublié de vous présenter, mais peut-être parce que c'est pas la peine. Tout le monde vous connaît dès qu'on s'intéresse un peu au sujet, mais si jamais il y a une personne dans la salle, je voudrais préciser donc que vous êtes spécialiste de la langue et de la littérature yiddish, que vous êtes l'auteur de plusieurs dictionnaires de yiddish et que vous êtes aussi traducteur et l'auteur du livre des souvenirs mémoriaux juifs de Pologne en collaboration avec Annette Gievorka. J'ai eu le bonheur. Et c'était en 1983, vous voyez, oui. Fait bien longtemps que vous vous intéressez au sujet. Tout à fait, mais il faut dire que j'ai eu la chance d'être à côté d'Annette Gievorka pendant le travail sur ce livre, mais pour ce qui est écrire un livre, c'est Annette qui sait écrire des livres. On va discuter pour savoir qui a eu de la chance. On a tous de la chance d'être ensemble ce soir, en tout cas. Et vous, Nadia, comment vous avez rencontré, est-ce que vous connaissiez ce livre avant qu'on vous appelle ? J'avoue que non. Peut-être sûrement je l'avais entendu citer parce que à la Maison de la Culture Yiddish, Fanny Barbaret organisait des visites à Montparnasse autour des ateliers des artistes ou des lieux qu'ils avaient fréquentés, etc. Et elle avait
fait plusieurs conférences sur le sujet. Donc, elle avait cité, par exemple, aussi le livre d'Aronson ou de Warshawski. Et donc, elle a sûrement cité Fenster, mais j'avoue que je ne l'avais pas ouvert. Et donc, c'est seulement fin avril 2020 que voilà, j'ai reçu comme à l'époque on était confinés encore, je ne l'ai même pas vu physiquement, je ne l'ai vu qu'en PDF. C'est un début. C'est un début. Mieux que rien. Alors justement, on a parlé beaucoup de Fenster, mais alors pourriez un peu nous parler de son style? Et puis peut-être après, vous nous direz un peu sur la spécificité, puis les difficultés de cette traduction qui est importante. Oui. Pour ce qui est du style, enfin de la voix de l'auteur, elle nous a été, je dis à nous, pas de majesté, mais parce qu'on est deux. Elle nous a été indiquée par Fenster lui-même dès son adresse au lecteur, que vous trouvez au début de l'ouvrage. Il nous dit, je vous le lis en yiddish si vous voulez, c'est très court. Ich hab sich mit Pietet und heiligen Zitter, was mir hat verkdushim, genommen zu der Arbeit, sehr entdeckt zu verewigen. Je vous lis la suite en français, la traduction. C'est avec la piété et le tremblement que l'on éprouve dans le sacré que j'ai entrepris de perpétuer leurs souvenirs. Ce n'est pas un ouvrage de critique d'art, mais de piété. Je n'ai pas eu pour but d'écrire une œuvre littéraire avec des effets stylistiques, mais plutôt un ouvrage aussi simple et aussi vrai qu'ont été tragiquement simple et vrai le sacrifice de tous les créateurs juifs évoqués ici et la mort de 6 millions de martyrs. Alors pour nous, cette piété, ce mot piété qu'il répète à plusieurs reprises, a été comme redoublé parce que nous avons ce sentiment de devoir à la fois vis-à-vis des artistes disparus, mais de Fenster lui-même, leur biographe. Donc c'était un double souci de fidélité. Et ça impliquait éventuellement d'avoir, par exemple, laissé des répétitions, ce que nous n'aurions pas fait dans un autre type d'ouvrage, parce que ça nous paraissait traduire les sentiments que le lecteur doit partager. Le sentiment, par exemple, d'accablement ou de révolte devant la barbarie. Les sentiments de Fenster, son attachement à la Yiddishkeit, sa douleur devant les vies et les talents anéantis, tout ça s'exprime de façon parfois répétitive, mais nous n'avons pas voulu du tout gommer cet aspect sensible, très sensible. Il écrit simplement. C'est pas toujours sobrement à nos yeux moderne, mais c'était un style aussi d'écriture yiddish normale. Et surtout, il a l'art de rendre vivants les personnes qu'il évoque, soit par des détails très concrets de leur vie quotidienne, et ce, on le sent d'autant plus avec les artistes qu'il a fréquentés intimement. On a évoqué tout à l'heure Jacob Mansnick. Sur lui, il donne des tas de tout petits détails. D'autres gens aussi. Ephraim Mandelbaum, par exemple, les pages sont très belles aussi, très touchantes. Quant aux spécificités et difficultés de la traduction, quand on nous a proposé le livre, au départ, on a eu peur d'avoir affaire à des tas de termes techniques, de techniques picturales qu'on ne saurait pas traduire. On s'était assuré auprès d'amis qu'elles nous aideraient. Mais finalement, donc c'est pas un livre de critique d'art. On avait assez peu de ces termes. La principale difficulté, c'était d'abord la brièveté des délais.
On a commencé à travailler au mois de mai et on devait rendre le manuscrit le 30 octobre. Et encore, on avait gagné 15 jours sur ce qui était prévu au départ. Donc, ce qui fait 6 mois pour 300 pages, c'est... Bon, sportif, disons. Et du coup, on a été obligé d'inaugurer une nouvelle façon de travailler, Evelyne et moi. D'habitude, quand nous travaillons sur un texte, on traduit chacune de notre côté, et puis on se réunit en vrai ou par Skype, et on se confronte ligne à ligne, et on choisit la meilleure version, etc. Bon, évidemment, on n'avait pas le temps de faire ça en 6 mois. Donc, on a partagé le livre, enfin les notices d'abord, parce que les autres textes, on les a fait effectivement ensemble. Mais les notices, on a partagé en 2, chacune son lot. Et puis, on les a traduits et on s'interrogeait que sur les choses qui posaient problème, les difficultés. Et puis, une fois qu'on a eu terminé, on a échangé nos copies et on s'est reposé des questions, on a recorrigé tout ça. Et après, évidemment, on a soumis ça à l'œil... expert, avisé. Expert, avisé et nonobstant bienveillant et précis d'Itzrock. L'autre difficulté qu'on a rencontrée, c'était l'abondance des noms propres. Ce soit des noms géographiques ou des noms de personnes. Une fois translittérés phonétiquement en yiddish, c'est pas évident à retrouver. Alors, pour les noms polonais ou allemands, on a pris le pli rapidement. Pour les noms polonais, c'est simple, on ajoute S-C-Z-W-Y et ça marche à tous les coups. Et Google vous le retrouve. Si Google ne le retrouve pas, par exemple, il y avait une rue à Varsovie, on l'a cherchée, mais sur Google, c'est quand même... On a demandé à Natalia, elle nous l'a retrouvée. Pour les mots allemands, bon, on mettait des umlaut là un peu, ça marche aussi. Mais les noms français, ça, c'était l'horreur. Il manque des voyelles. Parce que nous avons, par exemple, trouvé un monsieur Desprez. Desprez, ça peut être Depreux, Deprez, Despreux, enfin, avec toutes sortes d'orthographes possibles. Et là, finalement, c'est toute l'équipe du MAGE qui s'y est collée pour retrouver, par le réseau des musées, etc., pour tous ces noms de galeristes, de petits villages français et de collectionneurs. Et le monsieur Desprez, finalement, il s'est avéré que ce n'était pas Depreux, c'était monsieur Pré. Pré tout court. Mais bon. Et Juliette l'a retrouvé, je crois, 15 jours avant l'envoi à l'impression. Donc, on était tous très, très, très soulagés. Mais vous ne nous avez pas dit, par rapport au style et à la manière d'écrire de Fenster, peut-être pourriez rapidement nous la décrire. C'est, je dirais, à la fois sensible et un goût du détail qui rend effectivement sensible les personnes. Ce qui a déjà été évoqué dans d'autres interventions, c'est-à-dire ce goût il ne s'agit pas de décrire leur œuvre, que de donner envie de la connaître, parce qu'on a affaire à des personnes qui sont décrites physiquement, l'aspect de leur atelier. On sent souvent quand Fenster est allé visiter ses ateliers, il donne des détails, c'est très sensible. Voilà. Mais sinon, c'est une langue simple. Alors, puisque justement on parle de langue, de détails, est-ce que peut-être que si vous nous lisez un extrait, ceux qui n'ont pas encore eu le bonheur et le plaisir de lire l'ouvrage vont pouvoir comme ça découvrir l'univers de Fenster?
Oui, alors je peux si vous voulez, vous lire un petit extrait de la notice sur Samuel Granowski pour illustrer son goût du détail. Du détail parfois pittoresque ou sensible, par exemple. Donc il montre comment Granowski était chargé de nettoyer le café La Rotonde, et à la suite de ça, le patron, M. Libion, personnage très populaire dans la bohème artistique de Montparnasse, lui offrait un café crème avec des croissants et souvent lui donnait 50 centimes en plus. Alors maintenant, je cite Fenster. Avec ses 50 centimes en poche, Granowski le cow-boy s'en va à son vrai travail, la peinture. Souvent, il s'arrête chez un ami. Les 50 centimes restent alors chez l'ami dans le besoin. En authentique enfant de bohème, libre comme l'oiseau dans les champs et le loup dans les bois, il ne supporte aucune contrainte, aucune convention civilisée. Tout en lui est naturel. Artifice, servilité, flatterie, tout cela lui est étranger. Je vous cite encore sur le même artiste. On rencontre souvent l'artiste accompagné de Aïcha, vêtu de ses costumes exotiques, un turban coloré sur la tête. Le juif russe, issu du peuple, avec sa simplicité, et Aïcha la métisse se comprennent bien. Granowski est aussi accompagné d'un grand chien noir au pelage hirsute. Tous trois forment l'étrange troïka de la bohème. On voit aussi Granowski parcourir Montparnasse à cheval, avec un sourire rayonnant aux lèvres, son chapeau de cow-boy et sa chemise colorée. Voilà. C'est Granowski. C'est Granowski. Tel que vous pouvez le voir d'ailleurs dans l'exposition avec un autoportrait de 1917. Et puis, alors, il y a d'autres notices très courtes et on sent comme il est malheureux de ne pas pouvoir donner aucun détail, parfois même pas le prénom. Il y a une notice où il n'a pas pu retrouver le prénom de l'artiste. Il y en a une que je trouve très émouvante sur Jacques Ostrowski, 1925-1942. Jacques Ostrowski naît vers 1925 en France. Lui et son père sont arrêtés en 1942 et conduits au camp de concentration de Compiègne. C'est là qu'il commence à dessiner et ses travaux de débutant attirent l'attention des artistes qui sont internés avec lui. Quand ceux-ci organisent une exposition de leurs œuvres, ils y incluent les premiers bourgeons de son art. Puis Ostrowski est envoyé avec son père à Drancy et de là directement à la mort. Difficile d'ajouter quelque chose. En effet, je crois que c'est ça qui est troublant, c'est à quel point Fenster a conscience, Judith le rappelait aussi tout à l'heure, du rôle des artistes dans la société et de ces œuvres qui n'ont pas pu se réaliser, qui sont mortes dans l'œuf. Et ça, c'est extrêmement fort. Itzhak, vous avez été, vous, le relecteur du travail de Nadia et Evelyne. Vous avez aussi rencontré des difficultés à ce moment-là Oui, on a partagé quelques-uns des mystères qui subsistaient encore à l'époque. Et d'ailleurs, on a échangé encore par la suite avec Juliette Braillon, dont j'ai admiré la ténacité et le travail de nuit entière. Oui, j'ai pu vérifier ça. Et c'est grâce à sa vigilance aussi qu'on a encore trouvé, encore peaufiné. Et oui, évidemment. Mais, disons, les difficultés de traduire le langage de Fenster, non, c'était déjà résolu par Nadia et Evelyne. Je n'ai rien eu à faire là-dessus. Bon, on a bien fait 2-3 erreurs quand même. Oui, mais on parle du style, pas des petites erreurs ponctuelles. Alors, est-ce qu'à votre tour, vous pourriez nous lire un extrait Oui, vous nous liriez Fenster en yiddish et ensuite en français? Oui, j'ai pris
justement un morceau d'introduction, le début, presque le début de l'introduction. Je le dis d'abord en yiddish donc, et après en traduction. Deures alte jiddische Kehiles, wie Jiden haben gelebt, gearbeitet, geschaffen und sie ihr Chulem gechulemt, sind mit dem Wurzel geworden herausgerissen und zertreten. In Unblick von größten jüdischen Bruch, dem tiefen Zar in Weih, hat man sich gefühlt schuldig, wo's allein ist man geblieben leben, und man hat gesiegt, es mit Chotschepes zu berechtigen. Wenn ich ob sich zum Morgens noch einen größeren Churben umgekehrt kam Paris, ist die erste Sache gewesen, gewurrt zu werden, wer ist geblieben leben für einen Feier. Ich bin gegangen auf Montparnasse, ich habe gerade eine Sache vereint, wie Pariser jüdische Künstler gekommen von allen jüdischen Zentren, pflegen sich noch seine Arbeit und seine Uhren mit Ateliers, treffen in die dortigen Cafés und haben bei Gläsel Kaffee geredet wegen Kunst und künstlerischer Jezire. Sei die eibige Träumer von Scheinkeit, was haben in einer künstlerischen Form übergegeben sei ihnen wenigsten Behies, sei beflügelte Visie wegen Menschen in Welt, sei die geistige Vorsteher von unser Volk, haben gefehlt. Sie sind mitgerissen geworden von dem Studium. In größten Zeit ist geboren geworden bei mir der Gedanke, sei in seiner Schaffen zu der Mannen, sei der Mannen für die kommende Kedeures. Dans la traduction donc d'Evelyne et Nadia, des communautés séculaires où des générations de Juifs ont vécu, travaillé, créé, rêvé, ont été arrachés à la racine et piétinés. À la vue de la grande catastrophe, de l'immense malheur juif, on se sent coupable d'être resté en vie et on en cherche au moins une justification. Quand je suis retourné à Paris au lendemain de la grande destruction, ma première tâche a été de savoir qui avait survécu au brasier. Je suis allé à Montparnasse, où j'avais beaucoup d'amis, où des artistes juifs parisiens venus de partout avaient l'habitude, après le travail dans leurs pauvres ateliers, de se retrouver dans les cafés et devant une tasse de café parler d'art et de création. Eux, les éternels rêveurs de beauté qui exprimaient sous une forme artistique leur nature intérieure, leur vision ailée de l'homme et du monde, et les ambassadeurs spirituels de notre peuple manquaient au rendez-vous. Ils avaient été emportés par la tempête. Dans ma douleur, j'ai vu naître en moi l'idée d'évoquer leur personne et leur travail, de les rappeler aux générations futures. Voilà. Écoutez, grâce à vous, Evelyne, Nadia, Itzhak, on peut tous partager le Finster, on peut tous se plonger dans le Finster avec une certaine forme de dévotion, avec beaucoup de plaisir. Merci. En fait, le mérite est de toute l'équipe du MAGE et de l'équipe de la Maison de la Culture Yiddish aussi. Mais c'est un travail incroyable. Moi-même, lorsqu'on a commencé, je n'ai jamais imaginé que ça allait aboutir à une chose si complète, si intéressante. Non, on traduit un livre, mais on n'imaginait pas qu'on allait sortir tout un univers de ce livre. C'est très beau le texte en plus que vous nous avez lu, puisque c'est un extrait de la préface de Finster. On comprend là toutes ses intentions. Est-ce que vous en diriez peut-être quelques mots? On parlait tout à l'heure du livre du souvenir avec Judith. C'est pas tout à fait un livre du souvenir, mais il est très clair sur ses objectifs. Judith a bien expliqué les similitudes et les différences, pas la peine d'insister là-dessus, mais en effet, cette introduction, c'est un peu curieux que le premier paragraphe parle des communautés disparues. Ce n'était pas du tout le sujet du livre. Les communautés disparues, c'est une autre histoire. Mais dans l'esprit de Finster, il y a un lien immédiat entre la disparition de tout ce monde juif de l'Europe orientale, de toutes les centaines de bourgades juives, la sienne, sa famille, etc., tout ce qui était à lire
dans cette première exergue de Fenster que Judith a commenté, mais pour lui, il n'y a qu'un seul pas, c'est immédiat ce qu'il a à dire sur les artistes disparus. Donc ça nous dit qu'il a créé dans ce même esprit de reconstruction des communautés disparues, et ça confirme l'analyse de Judith. C'est tout de même, dans une large mesure, dans l'esprit, c'est un Jiskerbuch, un livre du souvenir. Alors justement, souvenir, ça me fait la transition avec vous, Annette. Alors là aussi, est-ce qu'on présente encore Annette? Mais oui, j'ai envie de le faire. Vous êtes historienne, spécialiste de la Shoah et de l'histoire des Juifs du XXe siècle et auteur d'innombrables publications. Alors nous sommes rencontrés ici même, hommage. C'était en... Je ne sais même plus, j'en ai un peu perdu là dans les dates. C'était en juillet l'année dernière, quand on a ouvert justement les fameuses boîtes que nous décrivait Natalia des archives de la Maison de la Culture Yiddish. Et vous êtes venu découvrir donc les courriers envoyés par votre grand-père, l'écrivain Wolf Vivorka, à Hirschfenster en 1941. C'était d'ailleurs Bernard Weisbrod qui avait eu la gentillesse de nous faire la traduction. Vous entretenez donc un rapport à la fois d'historienne, mais aussi un rapport plus personnel avec cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot justement sur les liens entre votre grand-père, Wolf Vivorka, et Hirschfenster? Oui, je pense que les liens, c'est les liens entre les écrivains journalistes, ce qu'était Fenster et ce qu'était Wolf Vivorka, et les peintres, et les artistes, les plasticiens. Dans les nouvelles de Wolf Vivorka, qui ont été traduites et publiées, traduites par Batia Baum et Shmuel Bunim, et publiées par la Maison de la Culture Yiddish, il y a plusieurs nouvelles qui concernent les peintres de Montparnasse. Wolf Vivorka passait ses journées à traîner imgas, comme on dit, dans la rue, et notamment à fréquenter les cafés qu'on retrouve dans le livre de Fenster, le Dôme, la Rotonde. Et quand j'ai entendu le portrait de Granowski, j'avais le sentiment d'entendre quelques-unes des nouvelles de mon grand-père avec des portraits un peu haut en couleur. Et dans ces nouvelles, il y a aussi beaucoup de café crème et de croissants qui avaient l'air d'être quand même la nourriture de base de ces artistes. Alors l'autre lien, il est dans... donc vous parliez du... Je sais pas, Yiddischewinkel, comment il s'appelait oui. Mais Wolf Vivorka et sa femme Guittelet, d'ailleurs il faut rendre hommage à toutes ces femmes, parce que si ces artistes ont pu un petit peu manger et un peu survivre jusqu'à la Shoah, c'est parce que leurs femmes ont beaucoup travaillé et eu parfois beaucoup d'imagination pour les nourrir avec leur famille. Donc la Guittelet, la compagne de Wolf Vivorka, elle ouvrait des restaurants qui ne ressemblaient pas vraiment à des restaurants, mais où on mangeait avec des menus, le Bruxelles Kneidler, avec des menus. Elle avait énormément, c'est une cuisine très très créative. Et il y a un restaurant qui est resté mythique, qui a été au rendez-vous des étudiants, rue d'Ulm. La rue d'Ulm qui n'était pas la rue d'Ulm, le restaurant qui n'était pas un restaurant, mais c'était comme ça. Et ça a été fréquenté par tout le monde, c'est-à-dire les poètes et les poètes, Itzik Menger, Chalomage, dont on dit aussi que Wolf Vivorka était secrétaire, donc je ne sais pas combien il a eu de secrétaires, et des artistes. Et parmi les artistes dont mon père habille, parce que c'est une histoire de père et de grand-père aussi, se souvenait avec énormément d'émotion. Et moi j'ai enregistré mon père en 79, donc ça fait bien longtemps, et il a parlé très très longuement de Ranna Kowalska, qui a été évoquée tout à l'heure, dont il fait un portrait très, très émouvant. Elle fabriquait des poupées qu'on mettait sur les lits pour gagner sa vie, et elle était mariée à un critique littéraire, Vinogura, et sans vouloir contredire ce qui a été dit, je pense qu'elle était plutôt communiste, plutôt que sioniste.
Itzhak est d'accord avec moi. Donc c'est le premier lien. Et puis dans ce livre, ce qui est très émouvant aussi, c'est de voir des gens que je retrouve en faisant des recherches interminables sur mon grand-père. Par exemple, Nahum Aronson, à ne pas confondre avec Krill Aronson. Il y en a deux. Il y a un critique et Aronson a été un grand sculpteur. Et j'ai vu ça à Beaune, où j'étais pour un colloque. J'étais visité la maison de Beethoven, j'ai vu son buste. Et j'ai acheté la carte postale, ce que je fais, moi, jamais. Enfin, vous pouvez le faire, hommage. Hein. Et Aronson, c'était le joker pour que Wolf Wiewiórka réussisse à partir aux États-Unis. Jusqu'au bout, c'est-à-dire le bout, ça a été l'occupation par les Allemands de Nice. Jusqu'au bout, il a espéré avoir les possibilités de partir aux États-Unis. Et dans les dossiers suisses, puisqu'on évoquait la Suisse, Fenster a été aussi en Suisse. Dans les dossiers suisses, mon oncle et mon père disent, on attend le visa pour les États-Unis, contacte Nahum Aronson. Ils ne savaient pas que Aronson est mort, ou ils le savaient, j'en sais rien, mais Aronson est mort aux États-Unis en 1943. Et puis l'autre lien, bien sûr, c'est Machnik. Dans les traductions, dans les lettres, je crois qu'il y a 3 lettres, hein, que Bernard a eu vraiment la grande gentillesse. On était en semi-confinement, je ne sais plus quelle période on était. On était dans un entre-deux, voilà. En lisant ces lettres, j'ai eu le sentiment, c'est un sentiment, que Wolf Wiewiórka et Fenster ne se connaissaient pas. Un sentiment bizarre, pour une raison très simple, c'est que Wolf Wiewiórka écrit à Fenster, si tu veux ou si vous voulez, j'ai quelques-uns de mes livres et je peux vous les envoyer. Je pense qu'il s'agit des 2 livres traduit, dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est pas traduit en français, en yiddish, bien évidemment. Et je me dis que s'ils s'étaient connus, Fenster nécessairement aurait eu ces livres. Mais c'est un sentiment. En revanche, Machnik, ils ont fait un bout de chemin ensemble. Et pour moi, c'est une émotion considérable. Non pas de découvrir, parce que j'avais vu la photo du portrait de Wolf Wiewiórka par Machnik, qui est un portrait qui a été fait à Toulouse en 40 ou en 41. Wolf Wiewiórka a rejoint sa compagne à Nice en mars 41. Donc de découvrir en vrai ce portrait que je trouve magnifique, voilà, ça c'est une grande émotion et c'est aussi un lien avec Fenster. Mais je pense que le lien avec Machnik a été... je pense qu'ils ont suivi exactement le même itinéraire, puisque Machnik était à Nice, boulevard de la Madeleine, quand mes grands-parents et quelques autres de la famille étaient aussi à Nice. Et ils ont été déportés par le même convoi qui est le convoi 61, qui est le convoi d'Arnaud Klarsfeld, le père de Klarsfeld. Donc je me dis qu'il y a eu très probablement un compagnonnage pendant toute la durée de la guerre entre Machnik et Wolf Wiewiórka. Et ça, c'est très émouvant de voir comme ça des destins. Et je me demande comment, mais ça peut-être qu'on le saura plus tard, comment les œuvres ont été conservées. Voilà. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est-à-dire que ce tableau a été après dans la collection d'Erich Fenster. Voilà. Je ne sais pas effectivement comment il y est arrivé. Et après, dans la collection du petit-neveu de Jacob Machnik. Non, ce sont des drôles effectivement, le destin des œuvres est aussi très, très intéressant, puisque à travers, vous verrez, tous ces portraits d'artistes, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il reste comme œuvre, que leur est-il arrivé, qu'est-ce qui a été détruit, qu'est-ce qui a survécu, et que parfois il y a un double assassinat, il y a à la fois l'assassinat de l'artiste et finalement l'assassinat de l'œuvre qui est consécutive. Mais
on va rester positif parce que ce livre, c'est pas un tombeau, hein, on se l'est dit ensemble, c'est vraiment pas un tombeau. Et je pense que vous qui avez travaillé sur le texte, au contraire, ça fait revivre des œuvres, ça fait revivre des artistes. Et je pense que Annette comme moi, on a envie tellement de les faire revivre qu'on aimerait qu'il y ait maintenant des jeunes qui s'en emparent. Moi, je pense que le travail que vous avez fait, votre Dream Team, et chaque fois que j'ai été en contact avec vous, j'ai senti qu'il y avait une sorte de bonheur à faire ce travail. Et on sent quand une équipe est soudée, quand, voilà, est portée vraiment. Donc je pense que ça fait partie des grandes questions historiques qu'on peut exprimer de façon très simple. Les choses qui existent immédiatement après la guerre, les livres du souvenir, le livre du souvenir des 14 écrivains qui a été publié, je pense, avant celui de Fenster. 45, oui. je crois. 14, voilà. 14 écrivains yiddish. Ça montre bien que chez les survivants, il y a eu, je ne vais pas répéter ce que Fenster dit, c'est-à-dire la volonté de maintenir les noms, les œuvres. Mais ce souvenir a été clos. Et clos, alors c'est valable pour les artistes, mais pour les écrivains, clos par la clôture de la langue. Et sans qu'il y ait aucun intérêt de la société globale pour ces écrivains, cette littérature. Et puis ensuite, il y a eu des ovnis qui s'en sont occupés. Bon, Itzrock a bien évidemment évoqué Rachel Hertel. Et puis brusquement, on a une sorte de coagulation, de cristallisation, et ça devient quelque chose qui appartient à la culture générale. Et alors, en lisant ce livre, parce que je l'ai lu en entier, je me disais, mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites à partir de ce livre. J'ai été frappé par le nombre de ces artistes qui ont été internés au camp de Compiègne et qui ont dessiné à Compiègne. Je me dis, mais il y a toute une étude à faire si on retrouve les œuvres sur Compiègne. Drancy, Pithiviers aussi, mais c'est mieux connu. Pithiviers, Bonnard-Rolande, c'est bien connu. Et puis, pour chacun d'entre eux, il y a des monographies. C'est-à-dire, Fenster travaille, comme on l'a dit, il n'a pas Google, il n'a pas Internet, et il n'a pas l'accès des banques de données, les archives ne sont pas ouvertes. Mais pour un certain nombre d'entre eux, vraiment, il y a, je sais pas, des dizaines de masters d'histoire sociale, d'histoire de l'art. Voilà, donc je pense que ici, nous marquons finalement, vous marquez le début de quelque chose, et qui va être la découverte ou la redécouverte. Alors je sais qu'il y a des universitaires dans la salle, donc j'espère qu'ils continueront de faire travailler leurs étudiants, et peut-être, puisqu'on va passer au temps des questions, c'est à vous nous allons vous donner la parole. Donc maintenant, notre souhait, c'est que les universitaires s'emparent en effet de ce travail et que les étudiants fassent un pas de plus par rapport au travail que nous avons tous réalisé. Et quand on lit les notices, on voit des fils, on voit des ponts, on voit des ponts entre certains artistes. Ils ne sont pas tous de Montparnasse, il y a quelques Français presque de souche qui connaissent le même destin. Jeanne Lévy, par exemple. Et puis il y a ceux sur lesquels on ne sait rien, et où aujourd'hui on pourrait savoir des choses. Fenster ne pouvait pas aller plus loin. Aujourd'hui, on a des archives et qui sont ouvertes et faciles d'accès. Alors, voilà, la parole est à la salle. On va vous apporter un micro. Peut-être si vous pouvez vous présenter, comme ça nous... Laurent Kessler, je viens souvent au Mage. Pourquoi, une question banale, mais pourquoi Fenster a-t-il écrit en yiddish? Est-ce que son français n'était peut-être pas suffisant pour l'écrire en français, ou l'a-t-il écrit parce qu'en l'écrivant en yiddish, il s'adressait automatiquement
à ceux qui lisaient le yiddish et il s'interdisait un petit peu un public plus large qui ne lisait pas le yiddish. Voilà, une question banale. Hein, qui est... Alors, qui veut répondre? Je réponds peut-être, et peut-être vous complétez. Peut-être qu'on a une analyse d'ailleurs différente. Ça sera intéressant de confronter. Fenster est venu d'abord en France en 1922 pour étudier le français. Il voulait être professeur de français, langue étrangère. Donc, la maîtrise de sa langue est bonne. C'est pas, à mon avis, ce n'était pas l'obstacle. Fenster, je crois, il a choisi le yiddish comme langue d'expression artistique. Il y a un engagement là, Itzhak peut-être qui vous parle et dont vous pouvez... Alors, je vous prête le mien. Merci. Et il faut penser qu'à l'époque, il y avait des centaines de milliers de lecteurs de yiddish dans le monde. C'est tout simple. Et il aurait eu davantage de lecteurs en yiddish qu'il pouvait attendre en français. Non, mais même dans les années 40, dans les années 50, il y avait un grand public lecteur de yiddish dans le monde. Et tous ces artistes, ils étaient, oui, de Montparnasse, mais pour certains, ils ont été à Montparnasse pendant 5 ans, pendant 10 ans, et ils étaient du monde entier. Ils avaient traversé le monde entier, d'ailleurs, souvent. Donc, il y avait une bonne raison. Il y a sûrement la raison de la diffusion que vous évoquez, mais je pense qu'aussi il avait envie d'écrire avec la langue du cœur. Je n'ai pas contrarié votre explication. Elle se complète. J'ai une question. C'est bon. C'est difficile pour moi en français, donc j'ai trouvé très très beau dans la correspondance de Fenster avec je me rappelle plus. Il parlait de la bibliothèque de Manekatz dans les années 50. Après qu'il est mort, tout ce qui lui appartenait a été envoyé à Haïfa, en Israël. Et Fenster écrit quelque chose comme... oh là là. Ils ont pris tout, sauf les livres en yiddish. Ils les ont laissés un petit peu par terre, sans respect, comme les œuvres et qui ont été détruites et abandonnées après la guerre. Et je sais que pour moi, c'est très émouvant. Mais en même temps, j'habite en Israël, donc je sais que pour Fenster, le yiddish, on ne l'a pas beaucoup apprécié en Israël. C'était une langue des morts, hein, une langue d'une culture qui, comme il le décrit. Et l'autre chose, c'est que j'ai trouvé qu'en fait, il voulait la traduire. C'était plutôt une question d'argent, je pense. Soit aux États-Unis ou soit en France, que c'était son désir, voilà, son désir de le traduire. C'était pas qu'il voulait le laisser dans ce cercle clos. Non, c'est bien. Merci Rachel. Rachel Perry, effectivement, il a souhaité traduire ce livre. Il n'a pas trouvé le financement. Il l'a simplement eu pour cette première édition en yiddish, où le Joint lui a donné 50 000 francs de l'époque. Et puis, la souscription lui a permis de compléter son budget. Itzhak, vous voulez rajouter quelque chose justement sur cette bibliothèque Disons, le mépris et même la répression du yiddish dans l'État d'Israël et même avant la naissance de l'État est un fait connu. Ce n'est pas le moment de le réexpliquer. Alors qu'ils aient refusé des livres yiddish lorsqu'on leur a fait un don d'une bibliothèque dans les années 50, c'était prévisible. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Non, pas d'autres... Ah, pardon. Sylvia Burger, est-ce que vous pensez que dans les années, après-guerre, Fenster et les autres artistes qui avaient survécu fréquentaient l'association des artistes peintres et sculpteurs juifs de France, qui est une association qui a été créée juste après la guerre, où effectivement tous les artistes juifs se retrouvaient. Est-ce que cette équipe-là, d'après les noms, je sais que certains faisaient partie de cette association, mais est-ce que Fenster lui-même était en relation? Est-ce que vous savez ça? Alors, merci beaucoup pour cette question. Alors, ça élargit le sujet effectivement à une partie d'archives qui sont aussi conservées au MAJ, dont Judith a la responsabilité, donc les archives liées à l'association des peintres et sculpteurs juifs qui se créent dans l'immédiat après-guerre également, dont Perelman a été le premier président, si ma mémoire est bonne. Et effectivement, on retrouve les mêmes artistes, c'est-à-dire que les artistes qui ont été que Fenster a sollicités, Aberdam, Perelman, Kikoïn, là j'ai quelques trous de mémoire, mais effectivement, les deux listes sont raccords. Donc je n'ai pas retrouvé la trace, parce que c'est un fonds d'archives que j'ai étudié l'été dernier, j'ai pas retrouvé la trace d'Arch Fenster dans les comptes rendus de conseil d'administration des premières années de l'association des peintres et sculpteurs juifs, mais très clairement, les artistes qui appartiennent à cette association sont les mêmes que ceux qui témoignent des artistes disparus pour Fenster. Là, il y a vraiment raccord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est pas moi qui vais vous répondre sur la situation en Israël, c'est peut-être justement Rachel Perry qui pourrait le mieux le faire, puisque justement, elle a travaillé elle aussi sur ce sujet, elle a fait travailler ses étudiants à l'université d'Haïfa. Peut-être si vous voulez nous en dire deux mots pour qu'on comprenne les rebonds possibles, et puis le travail qu'on a fait à Paris... on a envie, je crois, de le poursuivre dans d'autres langues et dans d'autres pays. Il faut mettre tout ça bout à bout. Rachel, vous voulez nous dire un mot sur l'exposition que vous avez réalisée avec vos étudiants ? Alors, vendredi. On vous invite à revenir vendredi. Une courte réponse, Rachel. Peut-être même en anglais. C'est vraiment dans les années 60 qu'on se rend compte en Israël des artistes qui sont morts. À Yad Vashem, il y a une exposition aussi à Tel Aviv. Après ça, c'est surtout Miriam Novitch qui était à Lochamei Getaot, The Ghetto Fighters House, qui a travaillé sur Fenster, qui a repris, et puis ensuite Ziva Amichai Meisels, qui a beaucoup travaillé sur les artistes et la Shoah. Donc, ce sont toutes des femmes, et ils utilisent Fenster pour base de connaissances, de recherche. Voilà. Oui, merci beaucoup pour cette précision. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois que Ariel, me dit-on, souhaiterait prendre la parole depuis Montréal. Est-ce que vous m'entendez maintenant ? On t'entend, Ariel. Ok. Je voulais dire aussi quelque chose qui était important pour mon père. On a parlé qu'il y avait beaucoup plus... c'est une question d'avoir pourquoi il a écrit en yiddish, qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui comprenaient le yiddish, mais il y avait aussi l'aspect que le yiddish était une langue qui exprimait très bien les sentiments. Il aurait pu écrire
en allemand, il aurait pu écrire en français, il connaissait très bien toutes ces langues. Mais je pense qu'il a aussi fait le choix d'écrire en yiddish parce que c'était quelque chose qui exprimait bien les sentiments qu'il avait ou qu'on pouvait avoir. On parle de yiddish comme mamaluschen, le langage d'une mère. Il y a une certaine douceur dans le yiddish qu'on ne retrouve pas dans ces autres langues. Donc, il y a cet aspect aussi et c'est important de le mentionner. Allô? Oui, merci Ariel pour cette réponse. OK. Alors, il y a une question qui est arrivée par Zoom. Bon, je vous la lis, puis je pense que ça servira de conclusion. Elle vient de Levana Mizrahi. Quel homme magnifique était Archfenster, à travers les témoignages donnés ici. Merci pour cette découverte sur qui il était. Mais sait-on plus particulièrement ce qui animait son intérêt si fort pour les peintres? A-t-il aussi parlé des nombreux écrivains yiddish de Paris d'avant-guerre? Alors là, non, ce n'était pas une conclusion, ça nous ouvre encore sur autre chose. Je ne sais pas si on va donner toutes les réponses ce soir. Alors on refait une toute petite synthèse pour... Merci à Joseph d'avoir apporté la question. On croyait qu'on allait tous aller dîner tout de suite. Alors l'intérêt si fort pour les peintres... Je dirais peut-être juste 2 mots. Je pense qu'effectivement, Fenster est conscient du rôle des peintres dans la société et de l'importance. Ils auraient dû laisser une œuvre, ils n'ont pas pu le faire. Et donc, c'est important pour Fenster de leur donner une visibilité et d'éviter l'oubli. A-t-il aussi parlé des nombreux écrivains yiddish du Paris d'avant-guerre? Ce n'était pas le sujet du livre. Donc je vais laisser peut-être de côté cette histoire. Il y a un très beau livre magnifique donc, qui a été écrit en 1946. Il n'est pas de Fenster, mais Itzhak va rajouter le complément. Oui, bon, Hersch Fenster n'a pas pu tout faire. Il a fait une chose immense et dont nous bénéficions jusqu'à maintenant. Mais si on a un intérêt maintenant accru pour les écrivains yiddish d'avant-guerre à Paris, et maintenant sur le site web de la Maison de la Culture Yiddish, on a une véritable encyclopédie en construction. C'est un travail qui est en train de se faire, mais qui est déjà accessible, où vous pouvez trouver biographies, bibliographies, portraits et beaucoup d'informations sur 100, 120 écrivains yiddish qui ont créé et publié en France, et ce n'est qu'un cours de route, donc vous trouverez davantage, ça va se développer pendant des années encore. Bien, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup, merci à tous.